Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une période absolument fascinante et complexe, la guerre froide. Imaginez un peu, un monde littéralement coupé en deux. Pendant près de 45 ans, deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, vont s'affronter, mais sans jamais se combattre directement. C'est ça, la guerre froide, une confrontation idéologique totale qui a maintenu la planète entière au bord du précipice. Regardez bien cette caricature de 1948. Elle résume tout. Le monde en équilibre ultra précaire sur une bombe atomique. C'est l'illustration parfaite du terrible paradoxe de ce qu'on va appeler l'équilibre de la terreur. Une sorte de paix qui ne tient qu'à une seule chose, la certitude que si l'un attaque, l'autre réplique et tout le monde est détruit. C'est dans ce climat de peur constante que des générations entières ont grandi. Alors, voici notre parcours pour y voir plus clair. D'abord, on va décortiquer les deux modèles qui s'opposent. Ensuite, on revivra les crises les plus chaudes, les moments où tout a failli basculer. Puis, on fera un arrêt sur image à Berlin, la ville symbole de cette division, avant d'assister à la fin de cet affrontement. Allez, c'est parti! Pour bien comprendre la guerre froide, il faut d'abord saisir que ce n'est pas une guerre classique. Au cœur du conflit, il n'y a pas que des armées face à face. Il y a avant tout des idées, deux visions du monde radicalement opposées. C'est un véritable choc idéologique. Et cette phrase, prononcée par Winston Churchill en 1946, va mettre un nom sur cette nouvelle réalité. Le rideau de fer. C'est une image extrêmement puissante. Imaginez une cicatrice invisible, mais totalement infranchissable, qui coupe l'Europe en deux. D'un côté, le monde libre de l'Ouest. De l'autre, le bloc communiste de l'Est. Deux camps qui sont désormais devenus irréconciliables. Mais alors, pourquoi froide ? Tout simplement parce que le pire, c'est-à-dire une guerre chaude, un conflit militaire direct entre les États-Unis et l'URSS, a été évité. La guerre était donc indirecte. Elle s'est menée par alliés interposés, à coups d'espionnage, de propagande et bien sûr de conflits régionaux souvent très sanglants. Et voilà les deux modèles qui s'affrontent. D'un côté, on a le bloc de l'Ouest avec son fameux American Way of Life. La promesse, c'est la liberté individuelle, la réussite personnelle, la société de consommation. Le tout défendu par une alliance militaire, l'OTAN. Et de l'autre côté, le bloc de l'Est et le projet communiste soviétique. Là, c'est l'inverse. L'individu est au service du collectif, l'économie est totalement planifiée et contrôlée par un parti unique, le tout sous l'égide d'une autre alliance militaire, le pacte de Varsovie. Deux modèles, deux visions du futur pour l'humanité. Et cette guerre des idées, elle se mène bien sûr à grands coups de propagande. Prenez cette affiche du Parti communiste français de 1950, elle est très parlante. Pour eux, l'aide américaine du plan Marshall, ce n'est pas du tout un cadeau. Non, c'est une tentative de colonisation économique, une menace pour l'indépendance de la France. Le message est clair et il est puissant. Et voici la réponse du camp adverse. Une affiche française anti-soviétique, cette fois de 1952. L'URSS y est représentée par un ours, un symbole classique, menaçant, dont l'ombre s'étend sur une Europe paisible. Le message est tout aussi clair, le communisme est une menace agressive pour la paix et la liberté du continent. Dans chaque camp, on diabolise l'autre. Bon, cette guerre d'idées, elle ne reste pas juste sur le papier, loin de là. À plusieurs reprises, le monde a vraiment frôlé le basculement vers une guerre bien réelle, une guerre chaude, et pire encore, une guerre nucléaire. Et nous revoilà au cœur du paradoxe, l'équilibre de la terreur. C'est simple, les États-Unis ont la bombe atomique en 1945, l'URSS l'obtient en 1949. À partir de ce moment-là, la logique est aussi simple que glaçante. Attaquer l'autre, c'est accepter sa propre destruction totale. La survie du monde repose donc, ironiquement, sur la peur mutuelle de l'anéantissement. Mais cet équilibre de la peur n'a pas empêché les crises, les points chauds de se multiplier. On a le blocus de Berlin en 48, la terrible guerre de Corée en 50, la construction du mur de Berlin en 61, et bien sûr, le point culminant, le moment où le monde a vraiment retenu son souffle, la crise des missiles de Cuba en 1962. L'affrontement se déplace en permanence sur différents terrains, partout dans le monde. Octobre 1962. Pendant 13 jours, l'apocalypse nucléaire n'est plus une simple théorie de film de science-fiction, mais une possibilité bien réelle, imminente. C'est la crise des missiles de Cuba. Sans doute le moment le plus dangereux de toute la guerre froide. Que se passe-t-il ? Les soviétiques, dirigés par Khrouchtchev, installent en secret des missiles nucléaires à Cuba, c'est-à-dire à quelques kilomètres à peine des côtes américaines. Le président américain, Kennedy, l'apprend et réplique en imposant un blocus naval total de l'île. Pendant 13 jours, le monde entier est suspendu à ce face-à-face ultra tendu entre les deux dirigeants. La guerre nucléaire n'a jamais semblé aussi proche.
S'il y a bien un lieu sur Terre qui incarne physiquement, dans la pierre, cette fracture du monde, c'est Berlin. Une seule ville, mais deux univers que tout oppose. Une sorte d'île de l'Ouest, perdue au beau milieu de l'océan communiste de l'Est. Pour comprendre, il faut revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, l'Allemagne vaincue est divisée en 4 zones d'occupation par les vainqueurs. Et sa capitale, Berlin, est elle aussi divisée en 4. Mais voilà le piège. La ville de Berlin se trouve en plein milieu de la zone d'occupation soviétique. Du coup, Berlin-Ouest devient une enclave, une vitrine du capitalisme en plein territoire communiste. Une situation qui va vite devenir intenable. Et la première grande crise éclate justement ici, en 1948. Staline veut récupérer tout Berlin et décide de bloquer tous les accès terrestres, routes, chemins de fer, vers Berlin-Ouest. La réponse américaine est spectaculaire. Ils organisent un gigantesque pont aérien. Pendant presque un an, jour et nuit, des avions vont ravitailler les 2 millions d'habitants de Berlin-Ouest en nourriture, en charbon, en tout. C'est une incroyable démonstration de force. Puis vient l'année 1961. Le régime allemand n'arrive plus à stopper l'hémorragie de sa population qui fuit massivement vers l'ouest en passant par Berlin. Alors il commet l'irréparable. En une seule nuit, celle du 12 au 13 août 1961, des barbelés apparaissent, puis très vite, un mur est construit. Le rideau de fer devient béton. Des familles, des rues, une ville entière sont coupées en deux. Ce sera le mur de la honte. Ce mur, symbole d'un monde figé, d'une division qu'on pensait éternelle, ne le sera pourtant pas. Car, comme tous les empires, le bloc soviétique va finir par se fissurer de l'intérieur avant de s'effondrer complètement. Le premier domino à tomber, c'est le plus symbolique. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin, sous la pression de la foule, finit par céder. Les images font le tour du monde. Des scènes de liesse incroyables. Un peuple séparé depuis près de 30 ans qui se retrouve. L'onde de choc est mondiale. Et 2 ans plus tard, en 1991, c'est le cœur même de l'Empire qui implose. L'URSS est officiellement dissoute. La guerre froide est terminée. Allez, pour résumer ce qu'il faut absolument retenir, la guerre froide, c'est l'histoire d'un monde bipolaire, c'est-à-dire à 2 pôles, séparés par un rideau de fer. C'est un monde qui a vécu sous la menace constante de l'équilibre de la terreur. Une période rythmée par des crises majeures, comme à Berlin et à Cuba, et enfin un monde structuré par 2 alliances militaires opposées, l'OTAN à l'ouest et le pacte de Varsovie à l'est. Et on termine cette analyse avec une question ouverte. La fin de la guerre froide a mis un terme à la division du monde en 2 blocs ennemis. C'est un fait. Mais est-ce qu'elle a pour autant inauguré une ère de paix durable ? Quand on regarde les tensions et les conflits qui agitent notre monde aujourd'hui, on se dit que la réponse est sans doute bien plus complexe. Voilà, c'est la fin de notre parcours sur la guerre froide. Si ce format vous a plu et vous a été utile, un petit like est toujours très apprécié et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains sujets. Merci et à très bientôt.